Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Les activités strictement inscrites à l'agenda de cette année démarrent au Conseil économique et social. La première session ordinaire de l'institution au titre de 2026 s'ouvre à Cotonou à la veille d'un événement majeur. Le CES tient dès demain, mercredi, un forum national sur le pouvoir d'achat et le bien-être des Béninois. Éducation, production agricole, sécurité et assainissement sont des priorités du nouveau maire de Djidja, Martin Katakenan, prend les rênes de la commune en prônant déjà l'union sacrée autour du développement de cette commune rurale. La passation de charge à la tête de la mairie s'est tenue sous les regards des mandants. Fête du Petit Mille à Orukayo, les ressortissants de cette localité de la commune de Kouandé honorent les déités pour les rendements céréaliers de la saison. Cette 4e édition consécutive du Yopaka a encore drainé du monde. En politique, pour ouvrir cette édition, la mouvance dévoile l'équipe de campagne de son duo de candidats aux élections présidentielles d'avril prochain. La structure est pyramidale et stratégique, orchestrée par des figures de proue de la majorité au pouvoir. Au sommet, on retrouve le duo Romuald Wadagné, Mariam Tchabitalata et le comité stratégique composé de Patrice Talon, Joseph Djobouenou et Abdoulaye Biochane. Au commandement opérationnel, le directeur de campagne Hassan Seibou. Il supervise une coordination nationale fournie avec des noms comme Lucas Trocco, Benoît Dato et Chantal Ayi ou encore Nathan Deake. L'équipe se décline en 24 coordinations de circonscriptions électorales couvrant l'ensemble des départements avec des binômes de responsables locaux. Des pôles logistiques et finances sont aussi créés pour la victoire du candidat de la mouvance. Le président du Conseil économique et social, lui, a lancé dans la matinée de ce mardi, devant une horde de personnalités, les travaux de la toute première session ordinaire du CES au titre de cette année 2026. Dans le cadre de ses missions constitutionnelles de dialogue et de conseil, le CES a décidé d'ouvrir cette année un espace de concertation pour analyser les enjeux liés à l'adéquation entre la croissance économique et le bien-être social. Cela va se faire à l'occasion du FONACES, Forum national du Conseil économique et social, prévu pour être l'un des sujets majeurs de cette première session ordinaire. Virgile Aroléon pour les détails. La première session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2026 s'ouvre dans un contexte particulier. La croissance économique soutenue, dont le bénéfice prouve depuis quelques années, contraste avec la persistance de la cherté de la vie et des difficultés d'accès des populations aux biens et services essentiels. D'où l'urgence de reconsidérer les déterminants matériels et sociaux du bien-être. Laquelle urgence justifie la mise en place du FONACES, Forum national du Conseil économique et social, qui portera cette année sur le thème « Panier citoyen et bien-être ». Cet événement a pour objectif premier de porter les doléances de nos concitoyens auprès des pouvoirs publics. C'est une obligation morale et politique pour l'homme de structurer la vie collective en organisant la solidarité, l'éducation, la justice sociale et la protection sociale. Ce forum national s'inscrit parfaitement dans cette dynamique puisqu'il s'agira d'établir un référentiel consensuel sur le panier citoyen et formuler des recommandations opérationnelles pour renforcer le bien-être des populations. Il s'agira spécifiquement d'analyser les leviers d'amélioration du bien-être à travers le renforcement du pouvoir d'achat et l'accès aux biens essentiels, la promotion de la production locale et de nouveaux modes de consommation, l'amélioration du bien-être au travail et le développement d'une protection sociale inclusive et efficace. Pour le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, l'organisation du FONACES illustre parfaitement la volonté de l'Assemblée consultative béninoise de se saisir des préoccupations qui rythment le quotidien des populations afin de proposer des solutions concrètes aux besoins essentiels de la société. Les travaux du FONACES s'ouvrent ce 25 février 2026. Il constituera l'activité majeure de cette première session ordinaire. Près de 300 participants y sont attendus. L'ancien maire de Bricon, Rufino d'Almeida, cède son fauteuil à Ferdinand Yaobokosa. La passation de charge a consacré le nouveau responsable de l'exécutif communal dans ses fonctions, lui qui lance un appel à la cohésion et au travail à l'ensemble des conseillers membres de la nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie de l'hôtel de ville avec Ibet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan.
pour les 7 années à venir. Ferdinand Yao Bokossa prend officiellement les rênes de la ville Carrefour. La passation de charge entre le nouveau maire et son prédécesseur a eu lieu à l'hôtel de ville devant le représentant du préfet du département du Zou. Mais avant de céder le fauteuil, Rufino Dalmeda a tenu à dresser le bilan de son mandat qui a duré un peu plus de 5 ans. Je voudrais, à titre d'illustration, doiter les centaines de salles de classe équipées que nous avons eu à construire dans nos écoles. Je voudrais également citer les interventions dans plusieurs de nos centres de santé. Je voudrais également rappeler la construction du guichet unique du marché. Mieux encore, je voudrais rappeler que nous laissons une ville première donc en matière de gouvernance, la ville la mieux gouvernée du Bénin. Première à intégrer le réseau des villes créatives UNESCO dans la catégorie gastronomie. Je voudrais également dire que nous laissons une ville élue à la tête de l'Organisation internationale de la démocratie participative pour l'Afrique de l'Ouest. Avant de parapher les différents documents, Ferdinand Yao Bokossa a dit mesurer l'importance de la responsabilité qui lui incombe désormais pour bien accomplir la mission. L'ancien conseiller communal devenu aujourd'hui maire veut pouvoir compter sur l'engagement, la détermination puis la disponibilité de tous. Nous tous, nous savons les défis à relever pour le développement durable de Boycon. Et c'est pour cela que je voudrais inviter les conseillers communaux à travailler inlassablement, à m'accompagner pour que 7 ans après, Boycon ne soit pas seulement une ville à statut particulier, mais une ville où il y aura la prospérité et la beauté. Ainsi installée, la nouvelle équipe est attendue sur plusieurs chantiers, surtout l'amélioration du quotidien des administrés. Et pour parvenir à relever les nombreux défis qui s'imposent, le nouveau maire invite les conseillers tous bords politiques confondus à déjà s'approprier les tests de la décentralisation afin d'éviter que certains n'aient à jouer aux anticonformistes. À Djidja aussi, le nouveau maire a officiellement pris fonction. Martin Katakenan a promis de poursuivre les œuvres entamées par son prédécesseur pour un plus grand rayonnement de la commune de Grenier du Zou. Les précisions de cette cérémonie solennelle en images. Après des années d'engagement de dons de soi et de services rendus à la population, Mathias Sagnou passe le témoin à Martin Katakenan. Celui qui prend les rênes de la commune de Djidja pour les 7 prochaines années, appelle d'ores et déjà à l'union des filles et fils de la contrée afin de continuer l'œuvre de construction et de développement de Djidja. Ce qui comptera, ce n'est pas seulement la durée de notre mandat, mais la profondeur de l'empreinte que nous laisserons dans la vie de nos populations. En quittant aujourd'hui les fonctions de maire, nous ressentons une profonde gratitude. Servir Djidja fut un honneur exigeant. Durant notre combat, nous avons œuvré avec conviction pour le développement de notre commune. Les défis étaient nombreux, les moyens parfois limités, mais notre volonté était constante. Faire avancer Djidja. Pour le nouveau maire, l'union des filles et fils de Djidja est une force, un levier puissant pour la transformation économique durable. Elle va permettre de faire face avec succès aux chantiers de l'éducation, de production agricole, d'assainissement, d'aménagement du territoire et de l'urbanisation, de la sécurité, d'accès aux services sociaux de base, l'emploi des jeunes et autres. Mettons de côté nos différends. Djidja ne nous demande pas de choisir entre nos couleurs politiques. Elle nous demande de choisir l'intérêt commun. Djidja ne nous demande pas seulement de gouverner, elle nous demande de rêver ensemble, agir ensemble et réussir ensemble. Les élections sont terminées, nous allons travailler la main dans la main pour le développement et le rayonnement de notre chère commune. Pour que Djidja transforme son potentiel en prospérité partagée, Martin Katakenan a déjà un programme, une feuille de route qui n'attend qu'à être mise en œuvre. Et pour que cela se réalise, le nouveau maire de Djidja veut compter sur la diaspora, les filles et fils de la commune, les partenaires et le pouvoir central. La Haute Cour de justice trace à ses agents les orientations à suivre et les objectifs à atteindre au titre de l'année 2026 dans une dynamique 100% tournée vers la performance et son rayonnement sur l'échiquier des juridictions au plan national. L'institution dirigée par professeur Dandy Nyamou a procédé ce lundi à une remise des lettres de mission aux membres de son personnel. Compte rendu, Hugues Vinigbe, Moufid Zaboura. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Faire davantage pour hisser la Haute Cour de justice au rang des institutions étatiques alliant performance, modernité et située
au cœur de la redevabilité démocratique. C'est tout le sens de cette cérémonie de remise de lettres de mission. Elle intervient après celle du 10 mars 2025 et s'inscrit dans une nouvelle dynamique engagée le 23 septembre 2025 lors d'une assemblée plénière. Ce n'est pas seulement une cérémonie de remise de lettres de mission, elle est profondément stratégique car elle clarifie des attentes, aligne les efforts et place chacun d'entre nous sur le chemin de la performance. Les lettres de mission que nous recevons aujourd'hui ne sont pas donc de simples documents formels. Elles incarnent une promesse claire. De notre part, celle de produire des résultats mesurables et de rendre compte des difficultés et des avancées sur notre chemin. C'est un devoir. L'année 2026 sera celle de la confirmation. Elle nous appelle à aller plus loin, à transformer l'essai. Nous devons multiplier les audiences, rendre d'autres décisions et ancrer durablement la Haute Cour de justice dans le paysage judiciaire de notre nation. Après 20 ans d'existence, la Haute Cour de justice a rendu en 2025 son tout premier arrêt. À cette performance inédite s'ajoute une opération de moralisation de la vie publique qui a touché plusieurs communes du Bénin et un colloque sur la redevabilité des gouvernants. Des actes forts qui prouvent que l'institution est résolument dans une nouvelle ère. Un objectif clair. La commune de Kandi abrite désormais le plus grand abattoir moderne de la sous-région, une infrastructure de dernière génération destinée à renforcer la chaîne de valeur du secteur élevage. Elle a aussi pour mission de garantir aux populations des produits carnés sains et conformes aux normes sanitaires. La cérémonie officielle d'inauguration a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Akilas Dako Sokrata Dantoni. La commune de Kandi, chef-lieu du département de la Liborie et important centre agricole du nord du Bénin, a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses infrastructures avec l'inauguration de son abattoir moderne. Ce joyau d'une telle envergure contribuera à régler considérablement le problème local de chômage des jeunes et des femmes, à améliorer les revenus, les différents acteurs par les emplois directs et indirects qui seront créés dans la commune de Kandi. Cette promotion de la chaîne de valeur vient par votre société s'inscrit parfaitement dans la vision de promotion des filières prioritaires du gouvernement du Bénin à travers un modèle de partenariat public-privé. Le promoteur de l'abattoir a présenté les caractéristiques techniques du site qui font de cette infrastructure la plus importante de la sous-région. Installé sur 15 hectares extensibles, dont 5 hectares occupés par la ferme expérimentale. Lors de son allocution, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a souligné l'importance stratégique de cette infrastructure pour le secteur de l'élevage. J'appelle de tous mes voeux que les acteurs politiques, administratifs, techniques accompagnent l'initiative de Wezre Weke et que ça transcende les frontières. L'ouvrage présente beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies assez avancées pour nous permettre vraiment d'avoir de la viande de qualité dans nos plats. À travers cette inauguration, le gouvernement réaffirme sa volonté d'accompagner les communes dans la mise en place d'infrastructures modernes capables de soutenir la croissance économique et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. À Toribosito maintenant, de nombreux jeunes font le choix des métiers techniques pour construire leur avenir. Avec l'examen de qualification au métier, le CQM, ces apprentis artisans bénéficient désormais d'une reconnaissance officielle de leur savoir-faire dans plusieurs ateliers de la commune. L'impact de cet examen de qualification est certain. Ces jeunes artisans en formation apprécient la réforme. Teddy Goudalo. Dans cet atelier de couture situé à Toribosito, dans le département de l'Atlantique, Monique a déjà cumulé 2 années d'apprentissage. En pleine discussion avec l'un des responsables de sa fêtière, elle évoque sa participation au prochain examen de qualification au métier.
Je m'apprête à aller à l'examen du CQM. Je m'exerce sur la base des notions acquises et surtout sur les nouveaux modèles. Pour elle, le CQM représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une étape décisive vers la reconnaissance professionnelle et l'espoir de s'affirmer pleinement dans son métier. J'ai déjà cumulé 2 années d'expérience. Je ne suis plus à l'étape d'une débutante. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des coutures dames et hommes. Aujourd'hui, les apprentis passent un examen pour pouvoir obtenir leur diplôme auprès de l'État. Nous, les patronnes, nous ne sommes plus impliqués. Les apprentis doivent avoir un certain niveau dans le métier avant qu'on ne les présente à un examen. Les expériences ont prouvé que les apprenants ne prennent plus au sérieux le travail. Depuis l'intensification de cet examen, de nombreux jeunes artisans voient leur parcours prendre une nouvelle dimension. Le certificat obtenu leur ouvre des portes, accès à des marchés plus importants, crédibilité auprès des clients, possibilité d'obtenir des financements ou même de former à leur tour d'autres apprentis. Le CQM est une fierté pour moi. J'ai commencé mon apprentissage en 2022. En 2025, j'ai passé l'examen du CQM et je suis admise. La même année, j'ai ouvert mon atelier. Pour les responsables des artisans de la localité, le CQM contribue à structurer davantage le secteur et à valoriser les métiers techniques longtemps perçus à tort comme des voies secondaires. Ici, à Toribosito, cet examen apparaît comme un véritable levier d'insertion socio-professionnelle. Les populations de Oru-Kayo, vous l'avez vu en titre, dans la commune de Kandi, n'ont pas passé sous silence l'édition 2026 de la fête identitaire du Petit Mille, communément appelée Yopaka. Mobilisées autour du souverain de la localité, elles se sont retrouvées pour la 4e année consécutive pour sacrifier à cette tradition. C'est une rencontre de reconnaissance aux divinités qui ont favorisé les bonnes récoltes de la saison, celle du Petit Mille en particulier. Alassane Harouna. Il ne s'agit pas d'un bal poussière, mais plutôt de la fête identitaire du Yopaka, édition de 2026 à Oru-Kayo, un arrondissement de Kouandé. Rendez-vous culturel annuel du peuple Natemba, cet événement met à l'honneur le Petit Mille, céréale emblématique et symbole de la résilience pour ce vaillant peuple d'agriculteurs. Depuis l'avènement de l'organisation décentralisée de la fête identitaire et culturelle, le Yopaka, les fils et filles de Oru-Kayo ont pris le goût du sacrifice. Ce qui a permis depuis 4 ans aujourd'hui la réalisation ou la réhabilitation de plusieurs points d'eau au profit de nos populations. À travers chants, danses et rites traditionnels, le Yopaka, en tant que facteur de la cohésion sociale et du vivre ensemble, célèbre non seulement les récoltes, mais aussi l'identité, les valeurs et le savoir-faire agricole transmis de génération en génération. Le Yopaka, c'est d'abord une fête identitaire pour célébrer les prémices et dire merci à Dieu qui a accompagné les parents au champ, qui a donné la pluie pour que les récoltes soient bonnes. En tant que Natemba, Yopaka signifie beaucoup de choses, ça représente beaucoup de choses dans la culture Natemba. Ici, nous sommes en train de perpétuer une tradition que nos parents nous ont confiée et cette tradition, nous voulons la léguer aux générations futures. Plus qu'une simple fête, le Yopaka est un moment de communion, de reconnaissance envers la terre nourricière et de valorisation du patrimoine culturel Natemba. Au-delà même de l'événement, plusieurs actes de développement auront meublé ce rendez-vous culturel. Il s'agit entre autres d'un jeu concours initié à l'intention des plus jeunes et une sensibilisation grand public sur l'entrepreneuriat vert. Bonne fête à nous. Atakora Donga du karaté-do est engagée pour la redynamisation de cette discipline sportive. Elle a initié un examen pour jauger le niveau des pratiquants de cette discipline.
sous la direction de Comlan Florentin Mokotan, maître ceinture noire dans, eh bien, le jury composé des membres de la Fédération béninoise de karaté-do a évalué les enfants, jeunes et adultes, tous prêts à franchir un nouveau grade. À l'issue des compétitions, les candidats ont impressionné le jury présidé par le grand maître. Eh bien, Abdou Sabid Rissou nous donne les précisions. Go! Ruku! Siti! Mawate! En avançant. Après la phase de stage pour la mise à niveau des participants, place à l'évaluation proprement dite. Les épreuves s'enchaînent, certaines plus compétitives, d'autres plus agressives. L'examen de karaté-do se déroule ici sur ces carreaux transformés en tatami pour l'occasion. Chaque candidat démontre sa maîtrise de cette discipline sportive pour progresser en grade. Le jury assermenté évalue chaque candidat sur sa stabilité, son équilibre, sa puissance, sa précision technique et sa concentration. On a fait d'abord un stage, parce que tout se fait au niveau du stage. S'ils sont bons, c'est au moment où on fait le stage qu'on sait. C'est des enfants qui sont très réceptifs. Ils ont suivi, on n'a fait que 2 séances. Et regardez ce que ça a donné. Même les adultes, on a pu leur enseigner encore de nouveaux katas. Alors des choses qui se font sur la durée. Ça veut dire quoi? C'est des enfants qui sont réceptifs. Si l'encadreur est bon, les enfants seront bons. J'avoue, sans fausse modestie, que je suis heureux. Je suis heureux parce que je ne m'attendais pas à ce résultat, parce que je connais le président pour être quelqu'un de très strict. En tout cas, je ne m'attendais pas à un si bon résultat. Pratiquement tout le monde a été promu. Cette initiative participe activement à la promotion de cette discipline sportive, très peu développée dans la Takora. On a justement fini en sport. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. À 20h30, Canal 3 Bénin vous propose l'info continue présidentielle du 12 avril. Zoom sur l'équipe de campagne de la mouvance. C'est le thème ce soir. Merci de nous rester fidèles.